On peut commencer? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Super. Oui, bien sûr. Super. Donc, vous Bien êtes sûr. tous les bienvenus pour cette session de formation intitulée ISUQB Fondation. Donc, dans cette formation, nous allons voir tous les chapitres du syllabus, donc du programme de la formation ISUQB. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par le chapitre 1, les fondamentaux des tests. Le chapitre 2, tester pendant le cycle de vie du développement logiciel qui sera présenté demain à la même heure. Donc, c'est le même lien. On peut accéder à cette formation par le même lien. Le chapitre 3, c'est les tests statiques. Chapitre 4, on va voir les techniques de test. Le chapitre 5, c'est les gestions des tests. Et le chapitre 6, on va présenter les outils de support au test. Donc, voilà, le premier chapitre, ça va être présenté aujourd'hui par Madame Monia Lonissi, qui vient de parler. Le chapitre 2 va être présenté demain avec Madame Asma Sliti. Le chapitre 3, ça va être après 2 semaines, donc le week-end prochain, pas le week-end, c'est le week-end d'après. Donc, ça va être avec Monsieur Abdelrahim Lohaishi. Le chapitre 4, ça va être le dimanche 2 octobre avec Monsieur Ismail Jamil. Pour le chapitre 5, qui va être avec Madame Amin Ibn Taïb. Et le chapitre 6, qui va être avec moi-même. Nous n'avons pas encore fixé la date, mais a priori, ça va être le week-end du 16 ou bien le 15 octobre. Donc, je tiens à remercier tous les intervenants et tous les formateurs qui ont accepté de faire partie de cette session de formation ou bien de cette aventure. Et là, je donne la parole à Madame Monia Lonissi pour commencer la présentation de du premier chapitre. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Hop. Comme ça, vous voyez mon écran? Oui. Oui. Super. Oui. Super, magnifique. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Super. Donc, ici c'est Mounia qui est ici. Bienvenue dans ce deuxième événement que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bonjour à vous. Je suis très contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Comme l'a initié mon ami Youssef, aujourd'hui nous allons aborder le premier chapitre, les fondamentaux du test, donc qui sera présenté par moi-même. N'hésitez pas à me rejoindre sur LinkedIn si vous avez si vous avez n'importe quelle question dans ce domaine, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Je profite de l'occasion de remercier mon ami Youssef qui a eu l'initiative de présenter ces formations qui sont très utiles pour nous tous. Et aussi, je profite de l'occasion pour remercier tous les animateurs, les prochains animateurs qui animent ces événements. Donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui que sont les tests, le processus fondamental de test, pourquoi les tests sont-ils nécessaires, les 7 principes généraux des tests et la psychologie des tests. Enfin, nous allons un petit timing pour les QC1 blancs et pour les questions-réponses. Nous allons voir tout de suite que sont les tests. Bien sûr, dans les sessions précédentes, nous avons vu ensemble c'est quoi le test, c'est quoi un cas test, tout a été présenté par Youssef. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, pour plus de détails, n'hésitez pas à visualiser les 2 vidéos qui ont été passées. Sinon, Youssef n'hésite pas à laisser les liens dans la barre de discussion si possible, ou le lien si possible. Là, j'entends un écho, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de couper les micros? Sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe qu'a créé Youssef. Il y a tout dedans. Il y a de partage d'informations, des vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions. Comme ça, tout le monde aura l'occasion de s'informer.
Donc, c'est quoi un test? C'est un ensemble de plusieurs cas tests qui désignent une procédure de vérification d'un système. Ces tests peuvent être de développement, c'est-à-dire de composants, de systèmes ou d'acceptation, comme ils peuvent être aussi dynamiques, statiques ou de maintenance. Ces niveaux et types de tests, nous allons les voir demain en détail avec l'animatrice Asma. S'il vous plaît, j'entends des échos. S'il vous plaît, coupez vos micros. S'il vous plaît. Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je suis en train d'entendre des échos, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de couper les micros? Sinon, Monia, tu peux couper les micros par vous-même. Oui, mais je crois que c'est pas possible, n'est-ce pas, Youssef? S'il coupe les micros, c'est lui l'organisateur. S'il coupe les micros, en fait, j'aurais pas la possibilité de parler. Alors, on passe à la différence entre erreur, défaut et défaillance. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous donner ou nous dire c'est quoi la différence entre ces différents termes? Donc, aucune réponse? Le défaut, c'est pas un bug, pardon. Hein. En fait, l'erreur, c'est une faute humaine. Absolument. L'erreur, c'est une faute humaine. Un Oui. défaut, c'est une imperfection au niveau du code. Une Et, imperfection, oui. défaillance, c'est, comment dire, c'est un écart par rapport au livrable, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, l'erreur, c'est en fait, c'est une action humaine. Elle se passe dans le processus. Elle peut être une mauvaise compréhension des exigences ou bien une mauvaise compréhension du besoin client. Elle peut être une faute de frappe ou bien un manque de compétences. Donc, cette erreur, elle produit un résultat incorrect qui est le défaut. Donc, le défaut, comme il a dit le monsieur, c'est une imperfection dans le composant ou bien système. Donc, c'est qui conduit à une mauvaise exécution. Le défaut, par contre, il est latent dans le système, c'est-à-dire une exigence oubliée, une exigence mal spécifiée, un mauvais codage. Il va conduire, donc ce défaut, si rencontré dans une exécution, il peut causer une défaillance du composant. La défaillance, quant à elle, donc c'est un écart effectivement qui est constaté dans le composant par rapport au livrable, par rapport au service, par rapport aux résultats attendus. Donc une défaillance, elle peut être produite quand un défaut est rencontré. On a lors de l'exécution du code, incident de production, comportement non prévu pour l'utilisateur. Mais attention, le défaut ou bien les défauts n'entraînent pas toujours une défaillance. Attention, donc un défaut dans un système, il peut causer une perte de temps, une perte d'argent, une mauvaise réputation, des blessures ou des morts. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé dans... Oui, bien sûr. Merci. Je vois pas la différence encore entre erreur et défaut. Ça me paraît presque la même chose. Erreur et défaut. Quand on a, par exemple, un développeur qui va faire une faute de frappe, il oublie, par exemple, une virgule ou je ne sais pas moi, donc forcément, par la suite, il y aura un mauvais codage. La conclusion de la faute de frappe, c'est quoi? C'est le mauvais codage. La conclusion du mauvais codage, c'est quoi? Lors de l'exécution, on va trouver des anomalies. Donc, les anomalies, les incidents, les divergences, les défaillances, ça, c'est la même chose. C'est lors de l'exécution. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, presque. Je Merci. vous donne
un autre exemple. Par exemple, je comprends pas, le product owner, il ne comprend pas le besoin de notre client. Il ne peut pas très bien spécifier les exigences. Dans la user story, nous avons des critères d'acceptation ou appelés autrement des exigences. Il ne peut pas spécifier ou bien définir, il ne va pas bien définir les critères d'acceptance. Donc, on aura une exigence mal spécifiée qui va être mal comprise par les développeurs, par les testeurs, et lors de la phase de l'exécution, on va trouver des anomalies. Parce que ce n'est pas la même chose que ce qui est demandé que ce qui est demandé par le client. D'accord, donc là, on parle d'un défaut qui est l'exigence mal spécifiée suite à une erreur qui est la mauvaise compréhension de l'exigence client. Exactement. D'accord, donc les flèches au-dessus, ça dépend. on voulait dire... Les flèches voulaient dire que une erreur produit engendre un défaut ou conduit à un défaut et un défaut conduit à une défaillance. D'accord, c'est clair. D'accord. Des questions? Monia, vu que je ne suis pas de formation IT, donc j'ai une question peut-être bête. Qu'est-ce que ça veut dire livrable? Qu'est-ce que ça veut dire, les Livrable. livrables? C'est ce qu'on va livrer au client, l'application, le système, le service. Donc, vous pouvez appeler ça, j'ai une application à livrer au client, à donner au client, la phase finale. Est-ce que vous avez compris? Oui, non? Oui, oui, Très oui. bien. Très bien. Merci. Je t'en prie. Donc là, j'ai dit qu'un défaut dans un système, il peut causer une perte de temps, une perte d'argent, une mauvaise réputation, des blessures ou des morts. Je vais vous donner un exemple concret. Là, je travaillais dans le domaine ou dans le secteur médical. Il y a à peu près 4 ans, nous avons reçu une anomalie de la part d'un hôpital français. Je travaillais à ce moment pour un client français. Donc, on avait reçu une alerte. C'était quoi? Comme quoi, dans ce logiciel, une fonctionnalité ne marchait pas correctement. C'était quoi? C'était la fonctionnalité des antécédents et des allergies. La sauvegarde au niveau de ce module ne se faisait pas correctement. Et donc, le médecin, quand il a reçu sa patiente, il a constaté qu'elle développait une hypersensibilité pour un produit X, on va dire. Donc, il a signalé ça dans le système, il a enregistré et tout, mais il n'a pas eu le réflexe de réaccéder à l'application ou au module pour voir est-ce que ça a été réellement sauvegardé ou pas. Quelques jours après, la patiente est venue et elle a été administrée par ce même produit. Malheureusement, la patiente, elle est décédée. Là, c'est très grave. Il y aura une mauvaise réputation pour l'établissement ainsi que pour le client, ainsi que pour le prestataire qui a vendu l'application. Donc, une perte d'argent. L'hôpital va perdre certainement ses clients et tout, même ceux qui développent le logiciel, une perte de temps parce qu'ils ont, en fait, ils ont fait des enquêtes pour déduire que voilà, c'était le module, il y avait un bug au niveau du module. Et donc, dans ce domaine, il faut être très minutieux. Il faut avoir surtout de la conscience quand on teste, quand on développe et tout. Donc, c'est un domaine assez sensible. Vous pouvez avoir plusieurs autres exemples dans la vie réelle, dans différents domaines. Moi, je vous ai donné celui-là car c'est un truc très, très sensible. J'espère que j'ai passé le message. J'espère que vous avez compris les répercussions des erreurs et des défaillances dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau ou bien j'avance? Excuse-moi, je peux poser ma question? Oui.
J'ai pas compris pourquoi le défaut ne traîne pas toujours une défaillance. Parce que parfois, on a des tests, je fais un test X, je n'aurai pas le défaut, je n'aurai pas une anomalie. C'est vrai qu'il y a un défaut derrière, peut-être une exigence mal spécifiée, peut-être un mauvais codage, mais il n'apparaît pas dans la version où j'ai effectué mon test. Peut-être dans les prochaines versions, je verrai ça avec d'autres scénarios de test. C'est les scénarios qui nous conduisent à une anomalie ou pas. Si je fais un scénario A, peut-être que je ne trouverai pas l'anomalie. Ma collègue fait un scénario autrement que le mien. Elle est passée par un chemin B. Elle trouvera la défaillance. Ou peut-être que qu'on a exécuté sur une version A, sur la version B, on ne va pas trouver la défaillance. Vous voyez? Généralement, c'est... Ouais, donc, c'est une question d'entrée, de conditions, de préconditions. Exactement. Exactement. D'autres questions? Ok. On passe au processus de test fondamental. Là, je vous ai mis un processus sur un nouveau projet, mais il peut être applicable sur une maintenance, sur une montée de version, une demande d'évolution, etc. Mais on doit passer par ce processus à chaque fois. Il se découpe en 5 activités principales. La première est la planification et le contrôle. La planification, qu'est-ce qu'on fait? C'est lorsque le client s'attable avec le product owner, on va dire conception d'un cahier de charge. C'est quoi? C'est une stratégie de test. On va élaborer notre stratégie de test, notre plan du A à Z. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle contient? C'est une sorte de feuille de route où on va définir l'objectif du test. On va spécifier les activités. On va définir les outils, les métriques et tout. Donc, on va définir également les méthodologies, le budget, l'équipe qui développe, qui teste, qui fait quoi? Tout ça. Pour le contrôle, nous avons 2 types de contrôles généralement. C'est les contrôles hebdomadaires et les contrôles mensuels. Les contrôles hebdomadaires, ils sont nommés également un suivi permanent. Pourquoi ils sont faits donc pour comparer l'avancement par rapport au plan qu'on avait élaboré dans cette phase et aussi pour alerter des déviations par rapport à ce plan qu'on avait élaboré. Le deuxième contrôle qui s'est fait mensuellement, chaque mois, là, on le fait justement pour modifier ce qui a été établi lors de la planification. C'est-à-dire qu'il y a eu des déviations, mais on a alerté, pardon, mais on veut toujours continuer le processus. Donc, il n'y a pas de souci, on modifie. Il faut modifier notre feuille de route, il faut spécifier ça afin d'avancer. Donc, il décide des actions correctives sur la base des infos de suivi, etc. Donc, c'est pour ça, cette phase est primordiale avant d'avancer dans notre projet. La deuxième phase, c'est l'analyse et la conception. Qu'est-ce qu'on fait dans cette phase? Donc, dans cette phase, on va identifier et prioriser les exigences ou les critères d'acceptation. Donc, on avait une feuille de route à suivre. On va faire les exigences, on va les prioriser, on va tester quoi en premier. On va pas tout tester parce que voilà, on ne pourra pas tout tester en même temps, mais on va prioriser. On va aller step by step. On va identifier également, on va détailler bien sûr ces exigences, c'est très important, et on va spécifier les besoins de notre environnement. Excusez-moi. Donc, il faut identifier toujours l'environnement sur lequel on va travailler, il faut spécifier les besoins, il faut préparer les outils nécessaires, que ce soit pour le codage, pour le testing, pour les API, etc. Tout ça avant d'entamer la phase qui est l'implémentation et l'exécution. Donc ici, l'implémentation, c'est quoi? On a 2 choses. Donc l'équipe de développement, elle va faire quoi? Elle va coder, elle va développer et prioriser les cas tests. Et l'équipe de test, elle va faire quoi? Quant à elle, elle va
créer des données de test, elle va préparer les scripts, elle va concevoir les cahiers de test à exécuter dans la phase suivante. Après que les développeurs terminent leur codage, ils les intègrent dans la base Calif. Donc, là, on va vérifier que l'environnement de test, il a été mis en place. Il est prêt pour l'exécution. Et dans cette phase, on va faire quoi? On va exécuter la procédure de test. L'exécution se fait soit manuellement, soit via des outils. On a soit des tests automatisés, soit des tests manuels. On va bien sûr comparer les résultats qu'on a eus, les résultats obtenus avec les résultats attendus, avec ce qui a été demandé par notre client. S'il y a des couacs, donc là, on va signaler les divergences, les anomalies. On va élaborer un reporting et ainsi de suite. Donc, dans cette phase, évaluer les critères de sortie et informer, c'est à ce moment, après l'exécution, après avoir trouvé des anomalies ou pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va élaborer un reporting, un rapport de synthèse de test pour les parties prenantes. C'est quoi? C'est un rapport de fin de test où on va détailler ce qu'on a rédigé, ce qu'on a testé, sur quel environnement on avait testé, quelles sont les anomalies retrouvées, la criticité de ces anomalies. Et après avoir élaboré ce reporting, c'est à ce moment où vient la dernière partie, c'est clôturer les activités de test. C'est quoi? C'est à ce moment où il décide est-ce que cette version d'application va sortir en prod ou pas, va être livrée ou pas. Donc, c'est à ce moment où on peut dire que notre projet ou bien ça dépend, hein. Le projet, il peut être livré, donc il peut être terminé ou il peut être annulé. Pourquoi annulé? Si on a des anomalies, trop d'anomalies critiques et qu'on ne peut pas livrer aux développeurs, on ne peut pas faire sortir cette version. C'est impossible. Il faut déboguer, il faut corriger les bugs qu'on avait, retester, vérifier qu'il n'y a pas des anomalies critiques, vérifier que l'application, elle fonctionne afin de livrer. Donc, à ce moment, c'est dans cette étape qu'on peut dire que notre jalon est atteint. Une version de ce projet, que ce soit une version d'évolution, un nouveau projet, une maintenance, est terminée. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Généralement, si je résume toutes ces étapes, on aura quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous résumer en... Pardon? Rami, s'il te plaît. Bon, je peux résumer. Excusez-moi, j'ai Oui, une bien question. sûr. Le fait de prioriser comment dire, les tests, ça fait partie de l'analyse ou de la conception? Pardon? Je vous ai mal entendu. Ok. Donc, le fait de prioriser les cas de test, ça fait partie de l'analyse Oui, conception. oui, ça fait partie de l'analyse. D'accord, merci. Il n'y a pas de souci. Des questions? Oui, qui peut résumer en fait tout ce que je viens de parler? Je En prends quelques étapes, bien sûr, l'initiative. pas tout. Oui, Oui. chaque projet il est initié par la phase planification, qui est la Oui, conception de cahier de exactement. charges. Donc, il faut définir les objectifs de test, le budget, les ressources à effectuer dans le projet. Et après, on passe par la phase de contrôle, qui est composé un contrôle hebdomadaire et un contrôle mensuel. Le motif du contrôle hebdomadaire, c'est un suivi permanent. Par contre, le mensuel, il faut modifier tout ce qui est planifié. Donc, on fait une comparaison par la première phase. Et par la suite, on passe par la phase analyse et conception.
D'où il faut vérifier l'environnement du client. Donc, la plateforme, si j'ai bien compris, la plateforme du client. Après, implémentation qui est composée par l'équipe du développement et l'équipe du test. Donc, chacun, il prend son charge de faire son tâche. Si je suis dans la bonne voie, je ne sais pas. La quatrième, c'est exécuter. Donc, l'exécution se fait par les deux types de tests, manuels ou bien automatiques. La cinquième, c'est évaluer. Donc, le test, il faut établir un rapport de synthèse, c'est la phase finale. Et lorsque le projet est bon, donc on peut livrer le projet ou bien le service au client. Je ne sais pas, est-ce que si j'ai bien C'est ça. fait une... Exactement. Après, c'est ça. Est-ce que ça, c'est déjà compris par rapport à cette phase, avant d'entamer la phase qui suit? C'est bon, on peut avancer. Dans l'ensemble, ça va? Oui. Super. Oui, oui. Oui, ça va. Ok, super. J'ai une Donc, question, s'il vous plaît. oui. À propos des cas de test, est-ce que les cas de test se préparent au niveau de la phase analyser et concevoir, et après, les développeurs prennent en charge ces cas de test pour développer? Non. En fait, dans la phase analyse et conception, il y aura les exigences. Est-ce que vous êtes dans le domaine de testing? Oui, non. Non, non. Vous n'êtes pas dans le domaine de testing. Alors, Monia, je peux répondre? Oui, vous pouvez. D'accord. Donc, on part les développeurs donc, et les testeurs en parallèle. On part d'une spécification client. Je ne sais pas, par exemple, envoyer un message par un téléphone. Et là, c'est les développeurs qui vont écrire cette fonction pour envoyer un message. Et c'est au testeur de développer un cas de test pour voir comment donc, élaborer des stratégies ou bien des plans de test pour tester cette fonctionnalité. Donc, les développeurs en partent tous les deux, donc les développeurs et les testeurs de la même spécification, mais pour les développeurs, ils développent une fonction et pour nous, en tant que testeurs, donc, on essaye de voir, donc, de décrire ou bien de créer un cas de test pour tester la fonction qui sera donc livrée par les développeurs. C'est bien clair? C'est clair. Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Si tu n'es pas dans le domaine, il faut savoir que le besoin client, là je parle dans le milieu Agile Scrum, le besoin client, on l'appelle user story. Donc, il est traduit en user story. Donc, la user story, elle contient quoi? Elle contient une description et elle contient également des critères d'acceptation. Oh là là, est-ce que je sais? Ouais. Les critères d'acceptation, appelés aussi exigences. Exigences. Est-ce que, en moins, vous avez, pardon, une idée quand vous ne faites pas partie de Oui, j'ai l'équipe de compris. test? Merci beaucoup, Monia. Il n'y a pas de souci. Monia, je pense que tu es muté. Hop, il y avait quelqu'un qui m'a coupé le micro, quoi. Alors, j'ai dit que l'objectif de test, c'est quoi? Vous m'entendez? Oui, Youssef? Oui. Oui. Super. Donc, l'objectif de test, c'est la prévention des défauts, c'est trouver surtout des défauts,
c'est acquérir la confiance de notre client surtout et donner un produit de meilleure qualité. Donc, il faut partir du point d'élaborer ensemble. Il y a l'ensemble de l'équipe, du A à Z, en partant du Product Owner jusqu'à l'équipe de testing, qui va collaborer ensemble pour une meilleure qualité. Il faut retenir que les tests font partie de l'assurance qualité et la qualité du système, elle augmente quand les défauts sont corrigés. Toujours ça. Maintenant, combien de tests est suffisant? À votre avis, combien de tests est suffisant? La décision sera prise par rapport à quel... 3, pardon? 3 tests, je ne sais pas, que 1, que 2, c'est 3 quoi? tests? Par rapport au Combien? budget, 4 Comment vous avez budget jugé? étant, tests minimum. Cas de test. Comment vous Quatre. avez jugé que 4 tests, ou c'est pas 3 tests, c'est pas 1000 tests et c'est pas un test? budget ça dépend. et le temps alloué pour... Jusqu'à la conformité du produit. Selon le Oui. nombre des cas de test, Suivant le cas de test. Ça dépend du projet et du budget. Mhm. Je crois que c'est infini les tests. C'est l'infini? C'est infini parce que chaque software, on peut faire des milliers de tests, mais enfin la décision, c'est le département du QA qui décide combien. C'est comme la règle, je crois, 80-20%. Quoi. 80 si achevé, 20% ouvert. La règle de Pareto? Oui. Non, oui. à mon avis, tester tout, c'est impossible. Ça dépend de l'analyse aussi. En fait, dans chaque réponse que vous avez répondu, il y a une partie d'une réponse. Voilà. Comment vous dire? La décision sera prise par rapport à dans cette étape, planification et contrôle, lors de la conception de la stratégie de test. Pourquoi? Parce que la décision, quand on décide d'arrêter les tests, on va prendre la décision par rapport au budget qu'on avait limité avec notre client, par rapport au temps qu'il nous a donné et qu'on a fixé pour la livraison du logiciel ou de l'application, par rapport au risque couvert, par rapport au test exécuté. Dans la stratégie de test, on va toujours spécifier que sont les tests à aborder, que sont les tests à effectuer, par rapport aussi aux défauts ouverts. Donc, on arrête les tests si tous les tests ont été exécutés avec succès. On arrête les tests aussi quand on aura tout testé, mais on ne peut pas tout tester aussi. Donc, ça dépend la priorisation des tests, ça dépend le budget. Donc, quand tous les défauts ont été corrigés, quand on juge que l'application, elle fonctionne, quand il n'y aura plus de défauts, mais on ne peut pas avoir 0 défaut aussi, et quand le budget aura été dépensé. C'est fini, on n'a plus de budget, on ne peut pas continuer les tests, on arrête. Pareil. Voilà. Est-ce que c'est OK? En tout cas, on va voir pourquoi on ne peut pas tout tester, pourquoi il n'y aura pas 0 défaut dans la partie suivante. On passe aux 7 principes généraux de test qui ont été déjà élaborés par Youssef dans les vidéos précédentes. Mais là, on va voir beaucoup plus de détails. On va les voir en détail. Donc, le premier principe, c'est les tests montrent la présence de défauts. Le deuxième, oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une question à propos du budget. Donc, le budget est défini par la société, c'est-à-dire ou bien par le client, le budget pour faire les tests.
C'est normal, le budget de toute l'application. Maintenant, vous allez s'attabler avec votre client. Il veut une application pour une banque, je ne sais pas moi, une application pour une carte de crédit, par exemple. Hein. Il va fixer le budget. Il va vous dire que moi, je ne peux pas dépasser ce budget dans ce projet-là, dans cette application. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Vous allez étudier le budget et les méthodologies adaptées dans ce budget, les tests. En fait, parce que c'est coûteux, hein. Les développeurs, ils ont un budget eux aussi. Les tests ont un budget. La société pour laquelle vous travaillez, dans laquelle vous travaillez, elle va vous chiffrer. Donc, ils vont compter tout ça et puis ils vont voir la limite des tests. Voilà. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, j'ai dit pour les principes, pour les principes généraux des tests, nous avons 7 principes. Donc, les tests montrent la présence des défauts. Les tests exhaustifs sont impossibles, donc on ne peut pas tout tester. Pourquoi? Tester tôt, le regroupement des défauts, le paradoxe du pesticide, les tests dépendent du contexte et l'illusion de l'absence d'erreur. On va voir le premier principe. Les tests montrent la présence des défauts. Donc, qu'est-ce qui est dit ici? Les tests peuvent prouver la présence de défauts, mais ne peuvent pas en prouver l'absence. Les tests réduisent la possibilité que les défauts restent cachés dans le logiciel, mais même si aucun défaut n'est découvert, ce n'est pas une preuve d'exactitude. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne pouvons pas dire que l'application est parfaite avec 0 défaut. Oui, c'est vrai. On a une application, on a fait une option, je ne sais pas, on a développé un logiciel, on a tout testé. On ne peut pas tous tester, oui, mais on a testé tous les cas de tests qu'on avait prévus dans la phase stratégie de test, dans la phase de planification. C'est 0 défaut chez nous, mais on ne peut pas dire que notre application est parfaite parce que si quelqu'un d'autre, peut-être, je ne sais pas moi, il y aura des défauts. Je vous donne un exemple de la vie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour les voitures qui ont l'option autopilotage, ils les avaient testés, ils avaient fait des centaines de tests parce que voilà, ça coûte une vie, quoi. Mais récemment, dans les États-Unis, il y a eu un accident. Donc, on ne peut pas dire que voilà, cette option est parfaite avec 0 défaut. Sur les applications des pilotages aériens, pareil, on teste, mais on ne peut pas dire que notre application a 0 défaut. On ne sait jamais ce qui se passe. C'est pour cela lié à la maintenance après. Exactement. C'est pour ça qu'on a le service maintenance par la suite. Est-ce que déjà je peux avancer? Est-ce que c'est clair pour ce principe? Super. Oui. Oui. Ouais. Ok, merci. Donc, le principe de les tests exhaustifs sont impossibles. C'est vrai. Il est nécessaire de définir dès le départ dans la stratégie les objectifs de test, les tests à élaborer, les outils, etc. Pourquoi? Parce que tout testé n'est pas faisable. Il faut retenir qu'utiliser des risques et des priorités pour faciliter les efforts. Pourquoi? On priorise ici les tests à effectuer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au budget, c'est par rapport... en fait, c'est des facteurs qu'on mentionne dans la première phase du projet. Je vais donner encore un autre exemple. Par exemple, une carte bancaire. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de scénarios que je pourrais faire pour tester une carte bancaire? Il y a des milliers de cas de test, mais je ne peux pas tout tester. Tout est lié aux facteurs qu'on avait précisés tout à l'heure. Le budget, le timing, etc., etc. Je vais vous dire
Voilà, moi, ce qui me vient à l'esprit, par exemple, le premier scénario, je retire de l'argent avec un faux code. Ça, c'est un cas de test. Le deuxième cas de test, je retire par exemple un montant qui est supérieur au crédit du compte. Ça, c'est un test. C'est un deuxième test. Par exemple, un troisième test, je dirais que je retire un montant, par exemple, supérieur à mon salaire. Je teste. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Et chacun de vous pourra nous faire des milliers et des milliers de cas de test, mais on ne pourra pas tout tester. Ce qui est préférable de faire dans le projet, c'est de prioriser les cas de test. Pourquoi prioriser? On va voir ça dans le principe du regroupement des défauts. Le troisième principe, c'est tester tôt. Pour trouver des défauts tôt, les activités de test devraient commencer aussitôt que possible dans le cycle de développement du logiciel ou du système et devraient être focalisées vers des objectifs définis. Oui, donc tester tôt. Donc on va dire que pour résumer ce principe, je dirais que plusieurs défauts ils sont introduits dans la phase des spécifications. Ça pourrait être une mauvaise compréhension, ça pourrait être comment je dirais, par rapport aux compétences, je perds mon latin, mon Dieu. En fait, la personne n'a pas les bonnes compétences. Vous voyez, elle ne comprend pas bien le besoin du client. Je pourrais dire que dans cette phase, il y a plusieurs défauts. Découvrir tous ces défauts va empêcher la propagation de ces erreurs dans les phases ultérieures. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on découvre un défaut plus tôt, la correction, le coût de la correction, il nous coûte moins cher que lorsqu'on avance dans les phases ultérieures. Autrement dit, que le coût de correction des défauts, des défaillances, etc., il augmente avec le temps. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce principe, sur les spécifications, faire la préparation des tests dès l'écriture des spécifications. Et sur le côté codage, mettre en place des outils de calorimétrie, etc. Il faut toujours préparer pour prévenir les défauts. Voilà. À chaque fois on avance dans notre projet, ça nous coûte beaucoup plus cher que de corriger avant. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Oui. Super. Oui. Le quatrième principe, regroupement des défauts. L'effort de test devrait être fixé proportionnellement à la densité des défauts prévus et constatés dans les différents modules. Un petit nombre de modules contient généralement la majorité des défauts détectés lors des tests pré-livraison en opération, incident de production. Donc, il faut toujours se poser la question, comment on peut porter l'effort du test? C'est quoi regroupement des défauts? Comment on peut porter l'effort du test en tant que testeur? Il faut se baser déjà sur des projets similaires ou des versions précédentes. Pour les personnes qui travaillent sur un projet de grande phase, on sait déjà où sont les bugs bloquants, donc on peut les repérer pour se focaliser et prioriser les tests par rapport à cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, j'essaierai de vous expliquer mieux. Je n'ai pas compris. J'ai pas bien. Oui, Vous c'est encore n'avez pas ambigu. compris. Un exemple, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Je vais revenir en arrière. On va dire que ça, c'est notre application. On va dire que notre application, elle contient des modules ou des fonctionnalités. Voilà, ça c'est les fonctionnalités, eh bien c'est les modules. Donc il faut savoir que chaque module a un pourcentage ou des défauts
par exemple, ici, c'est 2 défauts, 3, là c'est 10, là c'est 20, là c'est 30. Qu'est-ce qu'on va faire? De préférence, lors de la phase de testing, qu'est-ce qu'on fait? On découpe déjà l'application. On ne va pas étudier l'application comme ça, sans ses composants. De préférence, il faut découper l'application en composants ou bien en modules, en fonctionnalités. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va cartographier les défauts. Voilà, ici, je sais qu'on a des défauts, un nombre faible de défauts. Ici, peut-être, j'aurai 10 défauts par rapport au codage qui a été fait. Cette fonctionnalité, elle est trop simple. Je ne pense pas qu'il y aura des erreurs, donc peut-être il y aura un défaut. Ici, peut-être oui, il y aura 20, 5, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a cartographié maintenant les fonctionnalités, on va se focaliser sur la partie où il y a beaucoup plus de défauts. Là, on fait comme ça, par exemple. On tire comme ça des applications, plutôt des fonctionnalités. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se focaliser sur cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'elle contient un nombre important de défauts. Pourquoi on se focalise là? Parce que c'est la règle de Pareto. Qu'est-ce qu'elle dit, la règle de Pareto? Elle dit que 80% de défauts se trouvent dans 20% de l'application. 80% de défauts se trouvent dans 20% de l'application. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc cartographier notre application afin de détecter les défauts facilement. On verra qu'une grande partie de défauts, elle se focalise ou se concentre dans une partie de logiciel. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prioriser nos tests par rapport à cette partie. Et donc, l'efficacité de notre test, elle augmente. Pourquoi? Elle augmente en trouvant un max de défauts, puisqu'on s'est focalisé sur cette partie. On sait que le codage est assez complexe, donc on va prioriser nos tests sur cette partie. On va trouver beaucoup plus de défauts et donc on va faire moins d'efforts. Au lieu d'aller tester celle-là, 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 et puis par la suite, on a perdu du temps pour passer à celle-là, celle-là, celle-là. Nous, on priorise par rapport aux complexités du code. Et dans ce cas, on va faire un effort minimum en trouvant ces défauts. C'est pour ça qu'ils disent ici que exécuter par priorité portant sur les modules les plus touchés. Est-ce que j'ai été claire? Oui, les compris, merci. Oui. Une question, c'est-à-dire catégoriser par rapport cartographier. Cartographier ou aussi catégoriser, oui. Oui, par rapport à la, comment on dit ça, si ce défaut est grave ou pas, c'est-à-dire la gravité du défaut. Si le défaut, par exemple, on remarque que ce défaut c'est très grave, donc on le met dans la première catégorie. Et c'est comme ça, c'est comme ça, hein? Ok, merci beaucoup. Oui, il faut toujours étudier la complexité du code avant de tester. Étudier la complexité du code dans notre application parce que vous voyez, il y a des cas de tests qui sont faits pour, par exemple, vérifier l'orthographe de l'application. Il y a pour le design, pour la police de l'écriture. C'est des cas de tests. On ne va pas commencer par ces cas de tests, mais plutôt pour ce qui est important. C'est pour ça qu'on cartographie ou on catégorise. Voilà. C'est à peu près schématiser notre application, étudier où se focalisent les grands bugs. Et bien sûr, comme il a dit le monsieur, il faut prioriser aussi ces bugs. Hein. C'est par criticité. On ne va pas traiter une application qui a un bug faible, mais plutôt un
un défaut critique. Excuse-moi, j'ai une petite question. Oui? Comment vous pouvez identifier les modules? Comment on peut identifier les modules? C'est très têtu. Vous avez un cahier de charge, donc vous avez, c'est quoi? Vous saurez quels sont les modules à traiter, quels sont les modules à développer. Généralement, si vous travaillez en Agile Scrum, je ne sais pas si vous connaissez la méthodologie, en tout cas, peut-être qu'on fera ensemble les prochaines sessions, là, on détaillera cette méthodologie. Mais si vous êtes dans l'équipe de testing, vous voyez que le Product Owner, il priorise les user stories dans les sprints. Il y a des user stories qui ont priorisé par rapport à d'autres, qui sont traités en premier par rapport à d'autres. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. C'est une étude qui est faite derrière. C'est toute une étude. Est-ce qu'on peut avancer si c'est clair? Monia, une question, s'il te plaît. Oui. Alors, si j'ai bien compris, la cartographie des tests, ça contient les cas de test avec la criticité pour qu'on puisse prioriser les tests. Les cas de test, ils ont une priorité. Et les anomalies, elles sont des criticités. Il faut noter ça. On priorise un cas de test, ça veut dire qu'on lui donne la priorité 1 à passer en premier, ou à passer en deuxième, en troisième, etc. Une anomalie, elle a des criticités. Est-ce que cette anomalie, elle est faible, elle est moyenne, elle est élevée ou elle est critique? Quand, par exemple, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'hôpital. Quand c'est critique, ça veut dire qu'elle touche à la santé patient. Et c'est grave si il meurt, s'il décède. Donc, on traite comme ça. Priorité, criticité. Priorité pour les cas de test et criticité pour les anomalies. Il faut toujours penser à ça. En tout cas, si vous passez des entretiens, vous aurez souvent ces questions. D'accord. Et donc, ce sont des inputs, je pense, pour l'élaboration du plan de test. D'accord. Merci. C'est quoi, pardon, votre question? C'est quoi par rapport au plan de test? J'ai dit que la criticité des anomalies et la priorité des tests, ce seront des inputs pour l'élaboration du plan de test pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on va prioriser, qu'est-ce qu'on va traiter en premier lieu. Exactement, oui. D'accord. Ça se fait dans la première phase. D'accord. J'ai une question, Monia, s'il vous plaît. Si on parle de Pareto, là, on parle de nombre de défauts ou bien on parle de la criticité de défauts? De nombre de défauts. D'accord. Merci. Je vous en prie. C'est-à-dire, on ne va pas s'intéresser réellement aux criticités. Si, par exemple, il y a un module là, il y a... On s'intéresse. On s'intéresse. Après, si par exemple, là, on ne vous entend pas. On vous entend mal, Monia. Monia, je pense que tu as un problème de Là, connexion. il y a des... Oui. Peut-être tu changes du point d'accès ou bien
Je pense qu'elle a quitté la présentation. On l'attend, s'il vous plaît. Monia, on vous entend pas. Il faut quand même réaliser, oui, on le teste. Est-ce que vous... Et comme ça? Toujours pas? Maintenant, oui. Maintenant, oui. C'est bon, On c'est vous bon. entend maintenant. Là, c'est bon. Maintenant, oui. C'était votre Juste, question, pardon, excusez-moi. Monia, s'il vous plaît, je peux poser ma question autrement. En fait, si on parle de par exemple, on parle de nombre de tests par module, c'est-à-dire si j'ai, comme cité dans l'exemple, si j'ai par exemple un module qui contient 80 ou bien un nombre de défauts très important et un autre module qui contient, par exemple, on va dire deux défauts, mais c'est très, très critique. Dans ce cas, est-ce que je commence par le nombre de défauts qui est important ou bien je vise en fait les défauts critiques, quoi. Déjà, autant que testeuse, c'est pas vous qui va prioriser les cas tests. Ça, c'est une note. Et de deux, l'étude, on peut faire l'étude ensemble. Mais si il y a un cas comme vous venez de le décrire, certainement, ce cas, ce module-là, il va être mis ou déplacé avec les modules qui sont priorisés parce que c'est critique, oui. Vous comprenez? Oui, merci. Super. Pardon, Monia, moi je pense que tout à l'heure, quand vous venez de parler de la cartographie des erreurs, vous parlez d'anomalies avec la même criticité. Donc, pour les anomalies critiques, plus critiques que d'autres, on va se focaliser sur les plus critiques. C'est-à-dire que lorsqu'on a plusieurs... Mais il faut savoir, par exemple, je vous ai donné l'exemple des fonctionnalités où il y a le test des polices, les tests de l'orthographe, etc. On ne peut pas avoir une anomalie critique là-dessus. Exactement, exactement. Lorsqu'on a, par exemple, deux anomalies critiques et 25 anomalies qui peuvent être ignorées dans la première étape ou dans le premier sprint, on va se focaliser sur les deux erreurs critiques. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de cartographie, on parle d'anomalies de même criticité. Là, on se focalise sur la majorité des anomalies. Sinon, on se focalise sur les plus critiques. Oui, ça dépend les modules. Hein. Tout dépend les modules, tout dépend la criticité, la variation et tout. Mais généralement, quand ils font la règle de Pareto, ils comptent sur le nombre. Oui, c'est compris. Des questions? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît, maman. Oui. Ce principe regroupement des défauts, si j'ai bien compris, c'est applicable dans un projet qu'on a l'historique. On sait très bien les majeures défaillances avec leur criticité. Comment on procède dans un projet, nouveau projet? Ce n'est pas un nouveau projet, justement. C'est un projet, généralement, c'est pour les projets de grande phase. Ah, d'accord, merci. Oui, qui sont sur, on va dire, 1 an, qui vont s'étaler sur 2 ans, en tout cas plus de 6 mois. Pourquoi? Parce que vous avez déjà testé des versions 1, 2, donc vous avez déjà rencontré des bugs. Vous pouvez vous repérer, vous savez très bien quelles sont les criticités des fonctionnalités, quelles sont les priorités, pardon, les criticités des bugs que vous avez rencontrés. D'accord, c'est clair, merci bien. Je vous en prie. Donc, on passe au 5e principe, le paradoxe du pesticide.
Si les mêmes tests sont répétés de nombreuses fois, il arrivera que le même ensemble de cas tests ne trouvera plus de nouveaux défauts. Pour prévenir ce paradoxe du pesticide, les cas tests doivent être régulièrement revus et révisés. Et de nouveaux tests différents doivent être écrits pour couvrir d'autres chemins dans le logiciel ou le système de façon à permettre la découverte de nouveaux défauts. C'est tout à fait normal. Ici, on parle du pesticide. Le pesticide dans le testing, c'est comme un ensemble de cas de tests. Et bien sûr, à chaque fois répéter ces mêmes cas de tests, ils ne vont pas nous tuer tous les défauts. Par exemple, dans la vie quotidienne, quand on utilise le pesticide pour tuer les insectes, après plusieurs applications, les insectes, ils vont développer une certaine résistance envers ce pesticide et voilà, vu qu'ils sont résistants, le pesticide ne va plus les tuer. C'est exactement la même chose ici. À chaque fois, on répète les mêmes cas de test, donc on pourra ne pas trouver de défaut, plutôt on pourra ne pas trouver des défaillances, mais il faut à chaque fois faire une revue de ces cas tests, à chaque fois changer les chemins pour avoir de nouveaux cas tests, à chaque fois changer les conditions, tester différemment pour avoir un meilleur résultat, une meilleure qualité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une revue systématique doit systématiquement faite pour les cas tests. Il faut chercher d'autres types de défaillances et il faut prévoir de nouveaux tests. Voilà. Je pense que ce principe, il est assez clair par rapport à d'autres. Quand on passe au 6e, les tests dépendent du contexte. Donc, les tests sont effectués différemment dans les contextes différents. Par exemple, les logiciels de sécurité critique seront testés différemment d'un site de commerce électronique. La question qu'il faut se poser ici, pour simplifier ce principe, je vais vous poser la question. Est-ce que de la même façon que vous allez tester une application de gestion des livres avec celle du trafic aérien? Ce n'est pas de la même façon. Les contextes diffèrent. Pourquoi? Donc, on a la différence des contextes. Selon le risque. Justement, c'est des contextes à étudier. Nous avons généralement 3 contextes. Contexte d'utilisation. Pardon? Ça dépend de la criticité du produit à tester. Oui, ça dépend le contexte d'utilisation de ce produit, le contexte d'exécution de ce produit. Dépend du besoin de l'utilisateur final. Exactement. Ça dépend ce qui est recherché. Donc, on a un contexte d'utilisation. Dans quel domaine le logiciel ou l'application va être exploité? Quelle est la criticité? Nous avons également le contexte d'exécution. Sur quel environnement je vais tester ceci ou cela? Sur quelle plateforme je vais tester ces cas tests par rapport à ce domaine ou à un autre. Nous avons le contexte du projet, avec quelle méthodologie, quel est le budget, quel est le timing accordé, quel est le mode de travail utilisé, etc. Donc, vous pouvez parfois, même un même logiciel, il doit être retesté et vérifié différemment à chaque fois qu'on projette de l'utiliser dans des conditions différentes. Donc voilà, donc les contextes se diffèrent, ça dépend de la criticité, le milieu de travail, le milieu exploité sur lequel il va être exploité, l'environnement, les plateformes, tout ceci. On passe au 7e et au dernier principe, c'est l'illusion de l'absence d'erreur. Trouver et corriger des défauts n'aide pas si le système conçu est inutilisable.
Encore Le son est coupé, non? Vous Oui. m'entendez là? Oui. Oui. Oui, super. Donc, il faut toujours valider, j'ai dit qu'il faut toujours valider les spécifications ou les exigences avec le client afin d'avoir une application adéquate. Il faut penser également que si les besoins du client ne sont pas tous couverts par le système, par l'application, celui-ci sera considéré comme buggé. C'est une anomalie, même si les testeurs n'ont pas trouvé d'erreur, parce que vous n'avez pas couvert les exigences demandées. Et bien sûr, il faut toujours mettre dans la tête qu'on ne va pas développer une application qui est au final non utilisable. C'est ça l'illusion de l'absence d'erreur. Donc voilà. C'est-à-dire respecter l'exigence du client. Pardon? Il faut respecter l'exigence du client. Il faut respecter, oui. C'est très, très important. C'est le besoin. C'est dont il a besoin. On ne va pas lui donner une application qui ne respecte pas les besoins et qu'au final, il n'a rien à faire avec. Elle ne sera pas utilisable dans ce cas. Et donc, vous avez perdu du temps, perdu de l'argent. Le client, il a perdu de l'argent. Vous avez une mauvaise crédibilité. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. C'est clair. La psychologie. Oui, c'est clair. Oui. Sauf que j'ai Pardon? une question, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. C'est hors de l'explication. C'est juste, je veux savoir quels sont les types de questions qui se posent dans cette partie dans l'examen et SQB. On arrivera juste après ce sous-chapitre, psychologie des tests. Ça marche, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour la psychologie des tests, c'est la relation entre les testeurs et les développeurs. Donc, les développeurs voient que les testeurs sont porteurs de mauvaises nouvelles. Les testeurs voient autrement aussi les développeurs. Donc, on va parler de ça. Les tests sont souvent vus comme une activité destructrice. Les testeurs sont vus uniquement comme messagers porteurs de mauvaises nouvelles concernant des défauts. Il faut toujours savoir que pour une meilleure qualité de produit, pour une meilleure crédibilité, pour une meilleure confiance de client, il faut penser que il faut une meilleure communication dans votre équipe. Il faut une meilleure collaboration pour avoir ces trois caractéristiques. Donc, les résolutions sont quoi? C'est l'amélioration de la communication entre les deux parties. Voilà. Il faut que les développeurs le voient autrement. Ils ne vont pas dire que voilà, moi j'ai testé, je me suis cassé la tête jour et nuit, je travaillais jour et nuit pour qu'un testeur vienne me remonter une anomalie et qu'elle est en fait au final bête. Donc je pourrais avancer sur mon projet alors que voilà, moi j'ai fait mes tests unitaires, mes tests des composants. Pourquoi ça? Et les testeurs, il ne faut pas qu'ils voient que les développeurs, voilà, qui ne sont pas minutieux, qu'ils ne font pas correctement leur travail. Il y a toujours des loupés. On ne peut pas être parfait, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie personnelle. Donc, il faut commencer par une meilleure collaboration plutôt que par des conflits. Il faut rappeler à chacun l'objectif commun du système de meilleure qualité. Je vous ai dit, il faut travailler en équipe. Vous avez un seul objectif au final. Communiquer les découvertes sur le produit de façon neutre et factueuse sans critiquer la personne responsable et essayer de comprendre ce que ressent une autre personne et pourquoi elle réagit comme elle le fait. Dans une équipe, il faut toujours bien se comporter avec une autre personne. Il faut toujours ressentir peut-être qu'elle a des problèmes, peut-être qu'elle était fatiguée, elle ne pouvait pas être dans sa journée, dans sa meilleure journée, le jour où elle a développé ou le jour où elle a testé. Donc, il faut toujours une meilleure collaboration. On est là pour s'entraider, justement, pour une meilleure qualité, pour un seul objectif. C'est ça la psychologie des tests.
Est-ce que ça va? Si vous avez des questions, je préfère que vous les posez dans la section suivante. Si on va passer sur le QCM blanc, et j'aimerais que vous répondiez dans la barre de discussion, puisque on va faire que chacun puisse répondre. On va voir généralement quelle est la moyenne des réponses. Vous répondez par 1, 2, 3 ou 4. Dans la barre de discussion, après moi je ne vois pas la barre de discussion, c'est Youssef qui va me dire la plupart des réponses sont focalisées sur quelle réponse. Et on va au final voir quelle est la réponse correcte. On va répondre par A, B, C ou D. Ça sera mieux. Ouais. D'accord. Et pour chaque question, ça peut être plus qu'une réponse correcte? Une seule réponse est correcte dans ce cas. Et une seule réponse par question? Oui. D'accord. Alors, laquelle des tâches ci-dessous, ici, est exécutée pendant l'activité de l'analyse de test du processus de test de l'ISTQB? A. Identifier l'infrastructure et les outils nécessaires. B. Évaluer la base de test pour la testabilité. C. Créer des suites de tests à partir des procédures de test. D. Analyser les leçons apprises pour améliorer le processus. Vous répondez. On attend 15 à 20 secondes. D'accord. Pour le moment, la plupart des réponses, c'est A, la première réponse. La réponse, c'est B. B, oui. Évaluer. On est dans la phase d'analyse. Évaluer la base de test pour la testabilité. Est-ce que A, ce n'est pas réponse même... A, c'est l'implémentation, hein, c'est ça? Non, A, c'est la planification. Exactement. A, c'est la planification. Évaluer la base de test pour la testabilité. On passe à la question suivante. De quelle manière les tests peuvent-ils faire partie de l'assurance qualité? De quelle manière les tests peuvent-ils faire partie de l'assurance qualité? Bien sûr, je vais vous dire un truc que dans ce que j'ai présenté aujourd'hui, je n'ai pas abordé tous les termes qui ont été sur le syllabus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à apprendre telles qu'ils sont. Si vous avez aussi, je vais vous montrer ici, attendez. Si vous avez vous n'avez pas compris je sais pas moi, des mots, des termes, etc., vous avez le glossaire. Tapez sur Google glossaire CFTL ISTQB, des termes utilisés en test logiciel. Vous allez le trouver et il va vous expliquer tout. C'est quoi des critères d'acceptation? C'est quoi des tests d'acceptation? C'est quoi des revues? C'est quoi une anomalie? Disponibilité? Test bêta? Technique de test boîte noire? Vous allez tout trouver. En anglais et en français. Pour ceux qui vont passer la certification en anglais, vous aurez tout. Et pour ceux qui vont la passer en français, vous avez l'explication également. Donc voilà, je continue. De quelle manière les tests peuvent-ils faire partie de l'assurance qualité? Il assure que les exigences sont suffisamment détaillées. Il mesure la qualité du logiciel en termes de nombre de cas tests exécutés. Ils réduisent le niveau de risque pour la qualité du système. Ils s'assurent que les normes de l'organisation sont respectées. La plupart des réponses, c'est C. Oui. J'ai déjà vu la réponse. La troisième question. Lequel des énoncés suivants décrit correctement? Parce qu'en fait, dans le syllabus, plutôt dans l'examen, oui,
S'il vous plaît, la deuxième question, est-ce que vous pouvez... J'ai pas compris. Oui. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? Pourquoi c'est la réponse C? Pourquoi c'est la réponse C? Ils disent que de quelle manière les tests ils peuvent être... pourquoi les tests font partie de l'assurance qualité? Ils ont répondu parce que les tests réduisent le niveau de risque pour la qualité du système. C'est vrai, quand on teste, on va prévenir les défauts, on va trouver des défauts, on va les corriger, on va retester et on va donner aux clients une qualité meilleure que si on ne teste pas. Donc, ils vont réduire le risque. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. Juste, c'est la question qui est un peu... Oui. Vous pouvez avoir des manières différentes les questions. D'accord, merci beaucoup. Quand ils vous disent correctement, décrit correctement, ça pourrait avoir, donc on peut avoir dans les résultats des réponses qui sont correctes, mais il y a une seule réponse qui est la plus juste, selon la bulle ISTQB. Donc, lequel des énoncés suivants, il décrit correctement l'un des 7 principes clés du logiciel. Nous avons vu 7 principes, Quelle est la phrase qui décrit correctement l'un, il y a un seul parmi les 7 principes qui est décrit correctement dans cette phrase. Il est impossible de tester toutes les combinaisons d'entrée et de préconditions dans un système. Avec un effort et un support d'outils suffisants, les tests exhaustifs sont réalisables pour tous les logiciels. Test exhaustif, ça veut dire qu'on teste tout. En utilisant des tests automatisés, il est possible de tout tester. Le but des tests est de prouver l'absence de défaut. Vous répondez. La réponse A. Et c'est juste. Ah. Oui. Lequel des énoncés ci-dessous décrit une défaillance découverte au cours des tests ou en production? Attention, une défaillance, c'est pas un défaut, c'est pas une erreur. Le produit s'est planté lorsque l'utilisateur a sélectionné une option dans une boîte de dialogue. L'algorithme de calcul a utilisé les mauvaises variables d'entrée. Le développeur a mal interprété l'exigence relative à l'algorithme. La mauvaise version d'un fichier de code source a été incluse dans la compilation. La réponse A. La majorité des réponses sont A. Oui. Moi, je dis C, non? Je pense A. C'est là. Pourquoi vous dites C? Celui qui a répondu. C, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur, c'est. Une erreur. Normalement, la différence s'appelle lors de la manipulation du produit, non pas dans les phases de codage. Voilà, il est en phase de production. Exactement. Il faut que vous lisiez bien la question. Déjà, vous avez une défaillance et vous avez découverte au cours du test ou en production. Vous avez ces 3 termes qui peuvent vous aider à répondre. Lequel des énoncés suivants décrit correctement la différence? Pardon? Oui, pour la question précédente, pour l'algorithme de calcul qui a utilisé des mauvaises variables d'entrée, c'est un défaut ou une erreur? L'algorithme de calcul a utilisé les mauvaises variables. C'est un défaut. Le développeur, ça c'est une erreur, ça c'est un défaut. Une mauvaise version d'un fichier de code source a été incluse dans la compilation. Là, je pense que c'est pareil, c'est
Une mauvaise version. Là, c'est une erreur. Un défaut. C'est une erreur. l'algorithme- Il a introduit une mauvaise version du code source. C'est le développeur qui avait fait ça. Ça, Ah ouais. c'est le résultat de ça. Alors, la deuxième réponse, l'algorithme de calcul a utilisé les mauvaises variables d'entrée, c'est un défaut Oui. parce que c'est au niveau de La deuxième phase. de la programmation du codage. quoi. C'est la deuxième phase qu'on passe. Lequel des énoncés suivants décrit correctement la différence entre test et débogage? A. Le test prévient les causes des défaillances. Le débogage supprime les défaillances. B. Le test montre les défaillances causées par des défauts. Le débogage trouve, analyse et supprime les causes des défaillances du logiciel. C. Le test supprime des défauts. Le débogage identifie les causes des défaillances. Et D. Le test identifie la source des défauts. Le débogage analyse les défauts et propose des activités de prévention. B. La plupart des réponses B. Oui. Oui. C'est D, bien. je pense. Donc voilà. Non, D. c'est pas ça. Le débugage ne trouve pas les défauts. D. Le test qui trouve C'est les B. Est-ce que vous arrivez, vous voyez mon écran? Oui, Oui. oui. J'ai pas compris. Pourquoi pas la réponse D? Pourquoi Mais pourquoi le débogage trouve les défauts? Ne le trouve pas, le débogage. Pour l'aider, il analyse les défauts. Pas trouver. Le débogage, ça, c'est lié au développeur. C'est lié le au développeur qui développeur. va analyser et supprimer les défauts, les erreurs. Exactement. Lors des exécutions du test, les défaillances causées par les défauts, donc le test, il les montre, c'est ça? Oui, le testeur, il va montrer il va trouver Les défaillances causées par les défauts, oui. Tout à fait, oui. Là, on doit spécifier les débogages automatiques ou manuels. Vous avez une phase de test. Une phase de test. Vous exécutez. Vous remontez. Vous avez trouvé une anomalie, une défaillance. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la rédiger dans un outil dédié. Vous allez, il y a une équipe derrière qui va revoir cette anomalie ou cette défaillance, qui va l'approuver et par la suite, elle sera transférée à l'équipe des devs afin de la corriger. Donc, là, le test, il montre les défaillances causées par les défauts. Ça, c'est juste. Le débogage, maintenant, vous vous mettez dans la peau d'un développeur. Je suis un développeur. Une anomalie m'est attribuée. Je la lis. Je l'étudie. J'effectue mon analyse. OK. Donc, je repère où est-ce que je vais rapporter mes corrections. Donc, je supprime les causes de défaillance. Je corrige le bug. Et par la suite, je donne le go pour les réexécutions. Donc, le débogage, c'est quoi? Voilà, il a trouvé. Donc, l'anomalie a été trouvée par l'équipe de test. Bien sûr, le développeur peut trouver une anomalie au niveau des tests unitaires. Donc, le débogage est trouvé parce que pourquoi? En fait, les développeurs font des tests unitaires et des tests d'intégration. Il n'y a pas que les testeurs qui testent. C'est les deux équipes qui testent. Donc, le débogage, il est trouvé. L'analyse, elle est faite. La suppression, elle est faite. Et comment on appelle les tests qui viennent après le débogage? Test de confirmation, c'est ça? Exactement. C'est les tests de confirmation. J'ai une Voilà. question, s'il vous plaît. Donc, Et Oui. le test de régression, à quelle étape? Pardon? Le test de régression, à quelle étape on fait le test de régression? À quelle phase? Oui.
Par exemple, vous avez Lors une de mise à application. jour. Après le test de confirmation. Oui, après le test de confirmation. Donc, il a débogué. Il y aura des tests de confirmation pour tester que ça a été réellement corrigé. Vous avez les tests de non-régression. Pourquoi? Pour vérifier que ça n'a pas pété d'un autre côté, que ça n'a pas que le code qui a été fait afin de corriger l'anomalie, il n'a pas touché une autre fonctionnalité. Il n'a pas C'est pour ça qu'on réalise des autres impacts. Voilà, il n'a pas- Question, s'il vous plaît. Quelle est la différence entre test de régression et test anti-régression? Anti-régression. Moi, j'ai jamais entendu anti-régression. Après... Non, régression. C'est juste une appellation, en fait. Non, régression. C'est juste une appellation. C'est juste une appellation. Si vous voulez dire régression, non-régression, c'est la même chose. Hein. Ah, d'accord. La différence de l'appellation, c'est tout. Oui, oui, d'accord. J'ai compris. J'ai une question, juste le débogage, il est lié, c'est-à-dire aux développeurs ou bien les testeurs aussi peuvent faire Non, le débogage? c'est les développeurs. Monia, je peux intervenir, s'il te plaît? Oui, bien sûr. En fait, moi, en tant que testeur automaticien, on va donc dans le débogage aussi. Donc, on fait le débogage des tests, des scripts automatisés qu'on a fait. Donc, pour un testeur manuel, généralement, il essaye de trouver la cause du défaut. Mais pour un ingénieur, peut-être, je veux dire, un testeur automaticien, lorsqu'il a il y a quelque chose qui ne va pas dans le code ou bien dans le script, c'est à lui de faire le débogage. Donc, il faut parcourir tous les boucles dans le test entre. Et voilà, donc le débogage, on le fait en tant que testeur automaticien. Je pense que vous parlez pour le développement du keyword. Je parle de l'automatisation des tests, l'écriture du script. Mais j'ai une question parce que ici, le débogage, c'est pour le développeur ou c'est pour le testeur? Parce que le débogage, je crois que la question, c'est pour le débogage quand un développeur qui fait le code source. Mais le test automatisé, si j'ai bien compris, vous déboguez le script que vous avez développé comme Oui. test. OK, parce que c'est des choses différentes. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Madame, s'il vous plaît, c'est quoi le débogage? La correction du code. Merci pour ceux qui avaient répondu. Je t'en prie, c'est Oda. Allô? Merci, Oda. Oui. Allô? Juste pour ajouter un truc aussi. Oui, madame. Juste pour ajouter un truc aussi par rapport à ce que venait de dire l'intervenant. Normalement, un testeur un testeur a quand même, qui a quand même un peu de connaissances aussi sur le développement peut également aussi, lors de ces tests, il peut également identifier le problème, c'est-à-dire en inspectant sur la console et voir d'où vient le problème et puis essayer de remonter le problème vers le développeur. Ça aussi, ça aide le développeur à se concentrer directement sur le problème et comme ça, il n'a plus le temps d'aller chercher d'où vient l'erreur, quoi. Merci. Du coup, il faut juste noter que lorsque vous allez passer votre certification et que s'il vous demande le débogage, est-ce qu'il est fait par l'équipe de testing ou par l'équipe de développement? Il y a une personne qui m'avait coupé le micro. J'ai dit que pour les tests, pour les certifications, si la question est posée, est-ce que un débogage, est fait par l'équipe de testing ou par l'équipe de développement, vous répondez toujours l'équipe de développement. Oui. Voilà. Juste Je parle de la certification.
D'accord. Juste une simple question, s'il vous plaît. Donc, je pense que au niveau de la question précédente, c'est-à-dire, donc la réponse D, elle est un peu euh, pareille à la question B, je pense. Donc, Quelle question? Débogage? non, non, la question, la Attendez, je dernière refais mon question partage. du QCM, oui. Hop, hop, hop. C'est la différence. Celle-là? Juste, oui, la réponse D. Donc, la dernière. Défaillance. La défaillance au cours du test et en production. Donc, la Excusez-moi, la réponse, vidéo sera c'était la A. enregistrée ou pas? Excusez-moi. La vidéo Oui. sera enregistrée parce que j'ai raté quelques questions. Ok, merci. Elle est enregistrée, ne vous inquiétez pas. D'accord. La mauvaise version d'un fichier de code source a été incluse dans la compilation. Non, c'est un défaut. Ah, d'accord. Mm. C'est juste à propos de la dernière question, La mauvaise s'il vous version. plaît. Non, non, non. La réponse D, la mauvaise version d'un fichier code source a été incluse dans la code. Ça, c'est dans le codage. En principe, c'est une erreur. Hein. C'est une mauvaise version du fichier code source. En principe, c'est une erreur. Celle-là, c'est un défaut et celle-là aussi, c'est une erreur parce que c'est le développeur qui a mal interprété l'exigence. Donc, certainement, il va faire une mauvaise version du codage. Donc, on revient ici. On revient ici. Voilà. Regardez. Donc, c'est le développeur qui s'est trompé, soit que ce soit par une mauvaise compréhension ou une mauvaise manipulation. Donc, le défaut, c'est le résultat de ce qui a été le mauvais codage. Et par la suite, on aura dans l'exécution notre anomalie. D'accord, très bien. En fait, j'ai deux petites questions, s'il vous plaît. C'est quoi la différence entre les faux négatifs et les faux positifs? Ça d'un côté. Et est-ce que les tests, ils font partie de l'assurance qualité ou on parle du contrôle qualité? Parce que je sais qu'il y a la gestion de qualité qui inclut l'assurance et le contrôle, dont les tests font partie. Je pense qu'ils font partie du contrôle. Parce que tout à l'heure, on a dit est-ce que les tests font partie de l'assurance qualité? Je ne sais pas, c'est un peu flou. Est-ce que les tests font partie du contrôle qualité ou de l'assurance qualité? Parce que ce n'est pas la même chose. C'est qui est en train de parler? C'est Rada. Rada, merci pour votre question. Donc, les tests, pour votre deuxième question, les tests font partie de l'assurance qualité et non pas le contrôle de qualité. Et pour répondre à la première question, faux positif, faux négatif, je préfère que vous patientez dans les prochaines sessions. Vous allez voir en détail tout ce qui est type de test, tout ce qui est niveau de test. Vous allez détailler tout ça. Ok, merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de souci. Rada, je peux peut-être vous répondre un peu. Donc, pour les faux positifs, par exemple, pour un faux positif, on lance un test et qui est marqué passé. Donc, on voit, alors que ce n'est pas vrai. Donc, c'était un comportement non réel. Ce sont des défauts qui ne sont pas réellement des défauts, c'est ça? Oui, c'est un défaut qu'on ne peut pas le voir. Il y a des tests qui passent, mais il y a un défaut derrière. Et pour les faux négatifs, que le test il est bien, peut-être les critères d'entrée ou il y a un autre critère, ou bien la faute du testeur qui a évoqué que le test échoue. Donc, c'est un faux négatif. Ok, merci beaucoup. Merci. Vous avez toujours des résultats qui ne sont pas conformes à la conformité, on va dire. C'est pour ça qu'on appelle faux positif et faux négatif. Voilà. Ok, c'est clair, merci. Je vous en prie. Des questions? Juste, j'ai une question à propos de la dernière question du QCM. Donc, la réponse B, c'est la réponse. Oui. Oui, c'est ça, la réponse B. Par rapport au test et au débogage, c'est la réponse B. C'est ça, par rapport au test et la question par rapport au test et au débogage. Donc, on a choisi la question B, c'est ça la réponse B. Oui. Donc, j'ai une question à propos de la réponse D.
Donc, je pense qu'elle est un peu pareille à la Donc, réponse la réponse B, D. c'est La le réponse D. test identifie la source des défauts, le débogage analyse les défauts et propose des activités de prévention. Il ne propose pas des activités de prévention. D'accord, très bien. Le débogage, il supprime carrément les défaillances. D'accord, il supprime carrément. D'accord, très bien, merci beaucoup. J'ai bien. J'ai une question, s'il vous plaît. Par exemple, pour développer une application ou un logiciel, on doit tout d'abord définir les exigences du client et les interpréter avant de commencer la phase du développement. Donc, c'est l'équipe des développeurs ou des testeurs qui fait auparavant l'interprétation des exigences clients. Non. En fait, dans l'agile, si vous êtes dans une équipe agile, il y a une personne qui s'appelle Product Owner. C'est elle qui s'occupe de la rédaction de ces exigences, de la présentation de chaque besoin à l'équipe développement et l'équipe testing. Ces présentations sont appelées des sprints. À chaque fois, vous avez des sprints planning pour présenter, des sprints démonstration pour que l'équipe de test et de développement partage ce qu'elle a fait. Sinon, si vous êtes dans un projet avec méthodologie cycle en V, il y a, on appelle ça, je crois, un métier ou un chef de projet. En tout cas, il y a une personne qui va présenter le besoin du client. Ce n'est pas à l'équipe de testing et ce n'est pas à l'équipe de développement. Ils viennent vous présenter le besoin. Vous allez assister à ces séances afin de comprendre. Et puis par la suite, vous pouvez avancer dans votre travail. Oui, je pense que les testeurs doivent intervenir dans cette étape parce que c'est eux qui vont garantir après le respect des exigences clients qui ont été prédéfinies. Je n'ai pas bien entendu votre question. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Pardon. Alors, j'ai dit que... Vous pensez que les testeurs, ils font quoi? Je pense que les testeurs, ils doivent participer ou intervenir dans l'étape d'interprétation des exigences clients parce que c'est eux qui doivent garantir après le respect de ces exigences clients et l'alignement par rapport à ces exigences. Vous participez, oui. Vous donnez votre opinion, oui, mais ça reste un besoin client, ça reste ce que le client veut. Donc, on doit respecter les exigences telles qu'elles sont. Si vous n'avez pas compris l'exigence, vous pouvez à ce step poser votre question Product Owner afin de mieux vous expliquer le besoin pour que vous puissiez avancer de manière correcte dans votre travail en rédigeant, en préparant les données de test, en exécutant, etc. Parce que, en fait, la phase de préparation des scripts, elle est très importante. La phase de rédaction. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel aux développeurs et testeurs pour assister et présenter ces exigences. Voilà. D'accord. Et je me pose toujours la question, est-ce qu'un testeur, par exemple, qui va tester une application développée en C++, par exemple, est-ce qu'il doit être vraiment connaisseur en C++? Parce que logiquement, s'il va tester une application, il doit être connaisseur. Ça, c'est logiquement. Je ne sais pas Tester pour le test automatisé peut-être. Après, pour les tests, les autres tests, je ne sais pas. En tout cas, il faut un minimum de connaissances. Les tests manuels, non. Mais les tests automatisés, oui, Youssef. Donc, en tant que testeur fonctionnel, on n'a pas besoin de connaître le code derrière le code source. Donc,
quoi qu'il soit donc développé en C++ ou bien en Java ou bien en Python. Donc, ça ne nous intéresse pas parce que on dit que ce sont les tests unitaires qui vont être élaborés par les développeurs. Donc, ça ne gêne pas. En tant que testeur automaticien, c'est à nous donc de choisir le langage d'écriture des scripts. Généralement, ça va être du Java, mais peut-être l'application peut être développée en Python et les scripts sont écrits en Java. Ça pose pas un problème. Oui. Juste, Monsieur Youssef, une question pour vous. J'aime bien savoir la méthode avec le test automatisé, avec le framework. C'est plus facile avec Python ou bien Java? En fait, ça dépend de l'entreprise. C'est pas à toi de choisir. Je dis que l'entreprise, j'ai travaillé pour l'instant, je travaille avec le Java. Je sais très bien que le Python, C'est plus facile, je c'est suppose. plus facile. Mais pour les entreprises, je dis si ton manager a passé 20 ans de travailler avec du Java, donc elle a une expérience de 20 ans avec du Java, donc il ne va pas changer au Python. Peut-être pour les jeunes entreprises et les entreprises innovantes et tout, peut-être ça marche pour eux avec le Python et tout, mais pour un manager ou bien un test lead ou bien je ne sais pas quoi, qui a passé une longue période de sa carrière et qui maîtrise très bien ce langage, c'est difficile de changer vers le Python. Ça dépend de la nature du projet, je pense. Oui, en fait, mais pour les tests, généralement, ça ne pose pas un problème le projet, mais plutôt les ressources que tu as, quelle maîtrise ou bien quel langage il maîtrise. D'accord. Et vous conseillez à un débutant automatisé de faire la formation avec le Python ou bien avec Java? Qu'est-ce que vous en dites? Pour moi, j'ai commencé une auto-formation en Python et pour l'instant, je travaille en Java. Je fais donc ma mission en Java. Ça ne pose pas un problème. Si je vous conseille le Java parce que la plupart des entreprises actuellement utilisent le Java. Sinon, il est beaucoup plus complexe que le Python. Mais dans le domaine d'embarqué, on utilise beaucoup le Python. Pardon? Dans le domaine d'embarqué, on utilise beaucoup le Python. Oui, peut-être. Donc, les deux. Donc, ça dépend de l'entreprise, du projet, du domaine et tout. Avec le Robot Framework. Oui, ça dépend. Moi, j'utilise le Cucumber, donc c'est en Java. Même pour le Selenium, il y a plusieurs entreprises qui utilisent le Java. Aussi, il y a celles qui utilisent le Python. Donc, ça dépend. Oui, excuse-moi. Oui. J'ai une petite question. Oui. En fait, deux questions. La première question, c'est quoi un test manuel? Le test automatisé, c'est développer des codes pour automatiser les tests. Mais un test manuel, c'est quoi en fait? Et la deuxième question, le test unitaire, est-ce que c'est la responsabilité du testeur ou bien du développeur? D'accord, je te réponds. Pour un test manuel, par exemple, on va essayer, je dis, un téléphone. Donc, on va essayer d'envoyer, par exemple, parmi les fonctionnalités, c'est envoyer un message ou bien se connecter à Wi-Fi. Donc, moi, en tant que testeur, je prends le téléphone qu'on est en train de développer et j'essaie d'envoyer un message. Donc, le script ou bien le cas de test, c'est ouvrir comme première étape, ouvrir le téléphone, le schéma et tout. Après, appuyer sur le bouton message. Troisièmement, écrire un message. Quatrièmement, envoyer un message. Et pour le résultat, le message doit être envoyé au destinataire. Voilà, donc c'est un tout test simplement, manuel. c'est exploitation de l'application, utilisation, c'est ça le test. C'est de l'exécution, Comme on si exécute. Voilà, on télécharge une nouvelle application et on la teste, voilà, c'est ça. Oui. Tout Pour les simplement. tests unitaires, la deuxième question, ce sont les développeurs qui font les tests unitaires. Les tests unitaires, ce sont les fonctions, le test des fonctions donc du code source. Donc, c'est fait par les développeurs en développant leurs fonctionnalités, ou bien leurs fonctions et modules. D'accord, donc je teste manuellement et je rédige un rapport. Il y a un formulaire et je le remplis. Est-ce que donc, cette fonctionnalité est respectée ou non? C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est bien ça.
test manuel, il y a des entreprises qui utilisent soit des outils, c'est-à-dire, on va dire, vous allez rédiger votre script sur Azure DevOps. Azure DevOps, c'est un outil de gestion du projet où vous pouvez suivre votre projet de A à Z. Il y aura les sprints, vous allez voir l'avancement de l'équipe dev. C'est là aussi où vous allez remonter vos anomalies et c'est là également où vous allez faire vos tests, la rédaction des tests. Sinon, il y a d'autres entreprises qui utilisent Jira avec une autre application. Généralement, c'est X-Ray. Vous pouvez vous informer sur ces outils sur YouTube. Il y en a des vidéos plein. Oui. La troisième catégorie des entreprises, elles utilisent des Word ou bien des Excel pour rédiger ces scripts. Et c'est de la même façon, que ce soit sur un outil ou sur un Excel ou sur un Word, c'est de la même façon qu'on élabore la rédaction de ces scripts. Youssef, lors de la première vidéo générale initialisation au testing ou un truc comme ça, elle est en tout cas présente la vidéo sur YouTube et sur le LinkedIn, sur le groupe. Il a donné un modèle de script. N'est-ce pas, Youssef? C'est ça, je ne me trompe pas. Oui, ils sont publiés sur le groupe. Donc, vous Question, allez s'il vous voir plaît. le modèle. En tout cas, vous avez toujours le numéro d'étape, après l'action que vous allez faire et ce qui est attendu par le client, donc vos résultats attendus. Et par la suite, quand vous testez, vous Le résultat comparez réel. le résultat que vous avez obtenu avec le résultat attendu. Et c'est à travers ces étapes que vous allez signaler vos divergences. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une question, s'il vous plaît. D'accord. Bon, c'est relatif à une intervention de quelqu'un avant, concernant l'intervention de l'équipe testing dans la rédaction ou bien dans l'élaboration des exigences. Et j'ai trouvé dans le syllabus ce qu'on appelle Behavior Driven Development et aussi Acceptance Test Driven Development. Et ils ont parlé qu'ils ont fait la définition des conditions de test avant le codage. J'aimerais savoir des détails sur ces techniques BDD et ATDD. Merci beaucoup. Vous êtes en train de parler sur les TDD et les BDD. C'est un autre truc, c'est un autre langage. Je pense que c'est Gherkin. C'est un langage adapté. Et est-ce que Youssef, on répond ici ou bien dans les prochaines... Pour l'instant, je fais de la BDD en tant qu'automaticien. Donc, c'est le Behavior Driven Development. Donc, on teste le comportement. Donc, on teste le comportement du logiciel. Ce sont des méthodologies. Honnêtement, je ne peux pas faire la comparaison, mais peut-être ou bien vous élaborez une différence exacte maintenant. Mais si on peut se connecter sur LinkedIn, je te cherche l'information et on va donc voir ensemble la différence entre ces deux techniques. Dans ce qui concerne la participation dans la phase des exigences, je n'aimerais pas savoir le détail parce que j'ai trouvé ces deux mots dans la partie analyse de test dans le syllabus. C'est juste parce que... D'accord. Tu peux me pinguer sur LinkedIn ou bien tu pingues mon lien. On va revoir cela ensemble. Ça marche, merci. Il y a une question de Neuros. Le ticket terminé par chaque développement sera testé directement. Non. En fait, pourquoi? Parce que les développeurs, en fait, chaque développeur a une version locale. Tu peux répéter, s'il te plaît? La question. Donc, la question de Noures, elle dit, est-ce que le ticket, quand il est terminé par chaque développeur, il sera directement testé? Il a
il a son ticket, il a développé, dès qu'il termine, est-ce que nous, comme testeurs, dès qu'il termine, dès qu'il finisse, on teste directement? La réponse est non. Pourquoi? Parce que chaque développeur a une base locale dans son ordinateur. Ils développent. Dès qu'ils finissent, ils ont une base commune. Ils vont intégrer le développeur A, il va intégrer ce qu'il a développé, le développeur B aussi, C aussi. Donc, ils font l'intégration, le test des composants et les tests d'intégration dans cette base. Une fois c'est OK pour eux, ils vont migrer ça vers la base Calif. La base Calif, c'est là où les testeurs peuvent tester. Dès qu'ils auront le go, c'est-à-dire que dès que la base elle est prête, il donne le go pour les testeurs pour tester. Et dans ce cas, les testeurs peuvent commencer les tests. Donc, c'est ça. On ne peut pas tester directement après le développement jusqu'à avoir le go de l'exécution. Est-ce que j'ai répondu à votre question, s'il vous plaît? Oui, merci. Je vous en prie. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. Oui. La première question, c'est quoi la différence entre le test de confirmation et le test de régression? Et la deuxième question, c'est est-ce que lors de la certification, est-ce qu'on peut choisir la langue française ou anglaise ou c'est automatiquement l'anglais? La première Plutôt, question. c'est automatiquement le Pardon, tu peux répondre, Monia. Il n'y a pas de souci, Youssef. Il n'y a pas de souci. Ça dépend du client. Donc, vous avez répondu par rapport à quoi? En tout cas, pour la certification, c'est à vous de choisir entre l'anglais et le français. Ça, c'est un choix à faire. Et vous avez 15 minutes de plus si ce n'est pas votre langue natale. Pour la question précédente, la première question, la différence entre test de confirmation et test de régression ou de non-régression. Le test de confirmation, il vient juste, ou bien il est fait afin de vérifier que si le bug remonté a été corrigé. Et le test de régression, il est fait pour tester l'ensemble de l'application ou l'ensemble de la fonctionnalité pour vérifier que ça n'a pas sauté d'un autre côté. Puisqu'il va toucher au code le développeur quand il va corriger. Il va toucher au code, ça pourrait péter d'un autre côté. C'est pour ça qu'on élabore les tests de non-régression pour vérifier que l'ensemble de l'application fonctionne bien malgré que l'anomalie a été corrigée. D'accord, merci beaucoup. En prie. J'ai une question générique pour la reconversion professionnelle en testing. Moi, par exemple, je suis à la base ingénieur électrique avec 3 ans d'expérience en mes qualités dans l'industrie, non pas dans l'IT. Est-ce qu'il suffit d'avoir la certification ISTQB pour réussir cette reconversion, ce projet de reconversion? Peut-être je réponds, en fait, ça dépend de ta motivation. Donc, en tant que tu es certifié SQB, voilà, donc tu as les bases du test. Tu peux entrer donc dans le monde du testing, mais il faut convaincre donc le recruteur que tu es motivé pour faire une carrière dans le testing. Et je vous dis que le premier emploi, c'est toujours le plus difficile et après, ta boîte LinkedIn, ta boîte de messagerie LinkedIn, ça va être bombardé par des offres. D'accord, très bien. Question. Quelle est la relation entre le testing et le maintenance? Pardon? Une question. Quelle est la relation entre le testing et la maintenance?
La maintenance, après avoir fait une livraison, c'est-à-dire que l'application, elle fonctionne. Donc, on va livrer en production. Quand on livre en production, on ne peut pas toucher. C'est bon, c'est la phase finale. C'est l'environnement final. On va livrer au client. Donc, c'est bon, tout est OK. On a respecté les exigences, c'est tout. Maintenant, s'il a des bugs ou s'il a des demandes d'évolution, s'il a des suppressions à faire et tout, il va nous demander ça. Et cette phase, on l'appelle la maintenance. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui, parce que j'ai dans ma tête, il y a deux types de maintenance. Une maintenance standard pour le logiciel et une maintenance applicative. TM1, je pense. Allô? Monia, tu es muté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais Monia, elle est mutée. D'accord. Youssef, les prochaines séances, s'il te plaît, ça serait pour quand? La prochaine session, le deuxième chapitre, ça va être demain à la même heure et le même lien. À partir de 10 heures. Pardon? C'est-à-dire demain à partir de 10 heures. Oui, le deuxième chapitre. D'accord. Et le reste, c'est pour le prochain week-end ou le week-end d'après. Le week-end d'après. Ah, donc, ça d'accord, dépend des disponibilités des formateurs. Donc, on va se reposer deux semaines afin de digérer ce qu'on a eu donc, comme information. Je vous invite de relire le syllabus, donc le premier chapitre, le deuxième chapitre, de bien comprendre avant d'attaquer le troisième, le quatrième chapitre. Et là, c'est costaud. D'accord. Et donc, les séances pour le moment seront durant les week-ends. Oui. Et samedi, dimanche. À propos de l'enregistrement, s'il te plaît. Et on peut avoir le syllabus par mail, s'il te plaît, pour relire ce qu'on a fait. Je vais le publier sur le groupe. Ah, d'accord, parfait, merci. D'accord, je remets donc le lien du groupe On peut le trouver sur le chat. facilement sur Internet. Faut le télécharger. Oui, il est disponible sur Internet. Excusez-moi, par rapport aux enregistrements, est-ce que vous allez nous enverrer? Vous allez le trouver donc sur le groupe. Je vais le publier sur YouTube et après je vais mettre le lien YouTube sur le lien. Pardon, sur le groupe. D'accord. Et une autre question par rapport à la durée de chaque jour de formation. C'est-à-dire ça se débute vers 10 heures et ça se termine vers quelle heure? Bon, tout dépend du chapitre. Je ne peux pas vous le garantir. Tout dépend du formateur ou bien parce que, par exemple, pour le chapitre 4, qui est le chapitre le plus lourd, donc il faut prévoir je dis minimum 3 heures. D'accord. D'accord, merci. Rien. Sinon, je pense que notre session va prendre fin. Merci beaucoup à tous les participants. Merci Youssef et Monia. Merci à Youssef aussi, qui avait pris cette initiative. Si vous avez des tests blancs, vous pouvez les mettre sur la page Facebook. Merci. Pardon, votre question, je vous en prie. Excusez-moi. S'il y a quelqu'un qui a des documents qui sont bénéfiques pour les autres, il peut me l'envoyer ou bien les partager sur le groupe et je vais les approuver. Ouais, surtout des examens blancs, s'il vous plaît. Oui. Il y a des documents pour les débutants, s'il te plaît. La présentation. Oui, je vais essayer de partager des résumés, de vous faire un petit résumé sur cette partie. Comme ça, vous pouvez avancer, vous aurez votre résumé. Vous pouvez avancer avec la prochaine animatrice sur le chapitre 2.
Je vais essayer d'élaborer ça dans la journée. J'espère pouvoir le compléter. Si je le finis, je le partagerai directement dans le groupe. Ça me fera plaisir d'échanger ce genre de trucs avec vous. Merci beaucoup, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je peux poser une question à la fin ou non?